vous présente quelques diapositives sur un sujet qu'on a commencé à travailler depuis quelques semestres dans le laboratoire, qui s'appelle Mycobacterium ulcerans, qui cause une maladie qui est ulcère de Buruli. Et puis le deuxième intérêt, c'est que finalement, c'est une pathologie et un micro-organisme dont on vous parle peu, pour une bonne raison qui est qu'on n'a pas de cas autochtones, on voit peu de cas, et donc on vous parle moins de cette maladie. Ceci étant, on ne voit pas de cas à Marseille, très rarement, mais c'est une pathologie qui pose de vrais problèmes dans un certain nombre de pays du monde, comme je vais vous montrer, qui est due donc à une mycobactérie, laquelle est située là-haut, qui s'appelle Mycobacterium ulcerans, qui, comme vous le voyez, est un cousin germain d'une autre bactérie que l'on rencontre par contre ici en pathologie, qui s'appelle Mycobacterium marinum. Et puis tout ça est de façon plus distante relié à Mycobacterium tuberculosis, au point qu'un certain nombre de chercheurs qui n'ont pas accès à Mycobacterium tuberculosis utilisent ce groupe-là comme un succès d'année dans leurs expérimentations sur la tuberculose. Cette mycobactérie a été décrite, vous voyez, dans les années 1930 et 1940, et voilà les photos princeps des colonies de cette Mycobacterium ulcerans. C'est comme vous voyez, c'est une mycobactérie qui a été décrite initialement en Australie. Aussi, pareil, des photos princeps, des premiers cas qui ont été individualisés, encore une fois, en Australie. Publication princeps. Depuis l'Australie, où cette maladie et le micro-organisme ont été mis en évidence, vous l'avez vu dans les années 40, eh bien, la maladie, ulcère de Buruli, a été ensuite décrite dans différentes régions du monde, et puis on va se focaliser dans les minutes suivantes sur l'Afrique de l'Ouest. Et là, vous avez quelques aspects cliniques de la maladie, avec un stade initial, qui est le stade finalement d'un œdème, et on voit figurer là l'idée qu'il s'agit d'une maladie d'inoculation. Apparemment, Mycobacterium ulcerans n'est pas capable de franchir tout seul la peau des personnes. C'est une mycobactérie qui donne pourtant des lésions de la peau et du tissu sous-cutané. Donc l'idée, c'est qu'il s'agit d'une maladie d'inoculation. La mycobactérie est inoculée à travers la peau par on ne sait pas quoi. Ça fait l'objet des recherches. Et puis, lorsque l'on laisse évoluer cette lésion sous-cutanée, eh on finit par avoir en quelques mois ce type de lésion, jusqu'à évidemment des lésions extrêmement délabrantes. Ces choses-là se voient de moins en moins, puisque l'infection peut être contrôlée par une association antibiotique de rifamine et de streptomycine, qui a quand même quelques difficultés de mise en œuvre. Lorsqu'il y a ce type de lésion, il s'agit de lésions qui sont chirurgicales, et dans le pire des cas, on peut être amené à avoir des amputations pour supprimer finalement des lésions qu'on n'arrive pas à guérir par ailleurs. Le problème qui se pose actuellement, une des questions qui se pose actuellement, c'est la source d'infection pour l'homme, qui pour l'instant n'est pas connue. Si l'on reprend la carte de l'Afrique de l'Ouest, qui est la région du monde qui déclare le plus de cas à l'OMS, car il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire aux autorités sanitaires et jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé, eh bien on a fait figurer sur cette carte politique de l'Afrique de l'Ouest les 15 États qui constituent officiellement l'Afrique de l'Ouest sur le plan politique, encore une fois, non pas sur le plan strictement géographique. Et sur ces États, les points rouges désignent les États qui ont déclaré des cas depuis 10 ans à l'Organisation mondiale de la santé. On voit donc que ce n'est pas tous les États d'Afrique de l'Ouest, mais ce sont en pratique des États qui ont tous, ceux qui déclarent, sont des États de la façade maritime, en pratique, de l'Afrique de l'Ouest. Et ces lésions cutanées de Mycobacterium ulcerans que je vous ai montrées sont des aspects communs avec des lésions que vous verrez peut-être, y compris pendant votre choix dans le laboratoire ou dans les services de maladies infectieuses de notre pôle, qui sont des lésions causées par Mycobacterium marinum. Et donc j'ai pris ça d'un cas qui a été présenté dans le New England Journal of Medicine la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, un patient par ailleurs immunodéprimé par une thérapeutique et qui a développé des lésions, vous voyez, progressives le long du membre inférieur droit liées à Mycobacterium marinum, qui encore une fois est le cousin germain de Mycobacterium ulcerans. Les données génomiques ne sont pas si nombreuses que ça, parce qu'on dispose actuellement de 5 génomes seulement pour Mycobacterium ulcerans, indique que c'est un des exemples d'évolution génomique d'un ancêtre commun avec Mycobacterium marinum, et l'évolution pour ulcerans est faite par une réduction de la taille du génome, une inflation des séquences d'insertion, et puis de façon assez originale pour les mycobactéries, l'acquisition d'un plasmide, ce qui pour les mycobactéries est assez rare. Il y a très peu d'exemples d'espèces de mycobactéries
dont le génome comporte un plasmide. Lequel plasmide code pour une toxine qui s'appelle la mycolactone, qui est au moins en partie responsable des lésions cutanées de ce type. La mycolactone induit une nécrose d'un certain nombre de cellules, en particulier des adipocytes. Donc la question qui se pose, c'est la source d'infection pour l'homme, par exemple dans les pays d'Afrique de l'Ouest, et donc les données purement épidémiologiques montrent qu'il y a de façon statistiquement significative des contacts des populations infectées versus celles qui ne le sont pas avec l'eau douce, et l'eau douce stagnante en particulier. À partir de là, un certain nombre de schémas ont pu être développés. Et donc vous voyez, sur la base des données purement épidémiologiques, des investigations ensuite microbiologiques de l'environnement ont été réalisées, qui permettent de retrouver en fait l'ADN de Mycobacterium ulcerans dans tout un tas de situations dans l'environnement, dans l'eau, dans le sol, et ainsi de suite. Tous ces travaux, et c'est un problème actuel, essayer de régler si on peut, et que tous ces travaux sont basés uniquement sur la détection d'un certain nombre de séquences qui sont réputées spécifiques de Mycobacterium ulcerans, et en pratique il n'y a pas de souche isolée de l'environnement actuellement, à une exception près, qui est que la personne qui a le plus travaillé en Europe sur ce sujet, qui s'appelle Françoise Portals en Belgique, est la seule personne qui a réussi à isoler une fois Mycobacterium ulcerans de l'environnement après 2 ans de travail, de passage sur la souris, un protocole extrêmement complexe. Donc il y a une seule souche d'environnement actuellement. Donc tous ces travaux sont purement moléculaires. Donc pour avancer un petit peu, eh bien, on a travaillé avec un étudiant originaire de Côte d'Ivoire dans son pays, et donc ce qu'il est allé faire, je dirais un peu comme tout le monde, des prélèvements d'environnement en Côte d'Ivoire, des prélèvements d'eau, des prélèvements de sol, des prélèvements de végétaux et des prélèvements de sel d'un petit animal. On voit l'étudiant qui est là, qui est en train d'aller réaliser ses prélèvements en Côte d'Ivoire, et il a prélevé des selles de ce petit animal qui s'appelle un agouti, et ce petit animal a des véritables contacts avec les populations en Côte d'Ivoire parce que c'est un animal que l'on mange, il est piégé par les villageois, il est récupéré le matin et ensuite il est mangé, il est consommé. Donc il y a des véritables contacts entre ce petit animal et les populations des villages. On a fait comme tout le monde en réalité, on est allé faire de la biologie moléculaire comme tout le monde, et le point le plus intéressant, c'est qu'on a détecté de l'ADN probablement spécifique de Mycobacterium ulcerans dans les selles de 2% de ce petit animal, ce qui est un résultat intéressant parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de détection du tout de Mycobacterium ulcerans parmi les mammifères autour des populations. Également dans ce travail, on a détecté, comme vous le voyez, quelques échantillons de sol positifs. Donc ces échantillons de sol positifs, pour confirmer pour l'instant que cela a été biologiquement vraisemblable, eh bien, on a fait une petite expérience au laboratoire ici à Marseille. Tout simplement, on a inoculé du sol dans des conditions raisonnables avec les contrôles et tout ce qui permet d'interpréter ensuite les résultats. On a inoculé du sol avec Mycobacterium ulcerans, et pour aller rapidement, on a montré que premièrement le Mycobacterium ulcerans survivait dans le sol, deuxièmement survivait pour une période de temps assez limitée, de l'ordre de 3 à 4 mois, donc le sol lui-même ne peut pas être un réservoir stricto sensu, mais on a montré toujours dans le modèle animal que par contre, tant qu'il était contaminé, il pouvait constituer une source d'infection sur l'animal de laboratoire, à condition, toujours pareil bien entendu, que l'on réalise une petite lésion par scarification de la peau du coussinet plantaire de la souris avant. Encore une fois, si on ne scarifie pas avant la peau, eh bien, il n'y a pas de lésion du tout. Alors, pour aller vite, on a montré en faisant ça, aussi bien sur les observations macroscopiques qu'avec Hubert Lipidi sur les observations histologiques et ensuite en culture, qu'en effet le sol contaminé peut être une source transitoire d'infection pour les animaux. Deuxième partie du travail que l'on a commencé à faire, c'est plus l'aspect un peu thérapeutique. Alors, il y a différents aspects, mais on a repris sur la base de données de la littérature d'ailleurs le rôle possible d'un certain nombre de plantes aquatiques tropicales sur la croissance de Mycobacterium ulcerans. Et là aussi, pour aller vite, il y a 2 types de comportements, elles ne sont pas neutres. Il y a quelques plantes, ce qui peut être intéressant, qui manifestement diminuent la présence de Mycobacterium ulcerans, et donc éventuellement peut-être que ce type de plante pourrait avoir un petit intérêt en thérapeutique. Et puis au contraire, ce qui est intéressant pour nous, les plantes stimulent la croissance de Mycobacterium ulcerans, et donc ce que l'on fait actuellement, c'est qu'on est en train de reprendre nos milieux en incorporant ces extraits de plantes pour tenter d'avoir des milieux qui supportent mieux la croissance de Mycobacterium ulcerans. On fait un dernier travail dans le même sens que l'on a réalisé plus récemment sur la vague, je dirais la vague bleue finalement,
qui déferle sur le laboratoire. Et donc, cette vague bleue consiste à tester l'efficacité ou non de bleu de méthylène purifié contre un certain nombre de micro-organismes. On a fait ça sur les mycobactéries, et pour faire simple là aussi, aucune mycobactérie n'est sensible au bleu de méthylène purifié, sauf Mycobacterium ulcerans, qui n'était pas du tout prévu, ce qui était quand même un petit peu surprenant, et en particulier le cousin germain de Mycobacterium marinum est parfaitement résistant au bleu de méthylène purifié. Donc ça donne ça. Deuxième partie, bien une fois qu'on a eu constaté ça dans les tubes à essai in vitro, pareil, on est passé à l'animal de laboratoire pour voir si sur un petit modèle expérimental animal, il y avait le même effet. Là aussi, pour aller relativement vite, la réponse c'est oui. Et donc sur l'animal de laboratoire, le bleu de méthylène purifié, là aussi, diminue les lésions macroscopiquement, diminue les lésions histologiquement et diminue la charge microbienne. Donc là aussi, il y a peut-être l'idée, pourquoi pas, d'utiliser un jour le bleu de méthylène purifié, qui est par ailleurs connu comme une molécule quand même atoxique, notamment en topique, en utilisation locale, pour contribuer dans les stades précoces, certainement pas au niveau de l'ulcère, mais dans les stades précoces d'infection, peut-être contribuer en partie à contrôler l'infection pour éviter précisément qu'elle passe à l'état d'ulcère. Et donc on en est là aujourd'hui en disant que c'est une maladie qui apparemment n'est pas contagieuse, ça ne semble pas être une maladie qui soit transmissible de personne à personne, et que les individus acquièrent dans leur environnement. Donc actuellement, est-ce que l'on va continuer à investiguer en Côte d'Ivoire? C'est le rôle possible de ce petit animal qui peut-être est infecté par cette mycobactérie, qui peut-être contamine lui-même par cette déjection le sol, et donc la possibilité, si vous voulez, de contamination, soit directe, soit indirecte, chose qui est à explorer aussi par des insectes piqueurs par exemple, des populations par contact indirect ou direct avec cet animal. Et donc, c'est-à-dire la suite de l'histoire, je vous présenterai si tout va bien dans quelques semestres, une fois que l'on aura avancé dans notre travail. Donc, deux points au moins, c'est au moins d'avoir entendu parler une fois de Mycobacterium ulcerans et une fois de l'ulcère de Spirulina, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on évoquera peut-être peu dans le